de ces CDN en termes d'engagement, on est au-delà de 2 degrés Celsius. Donc ça veut dire qu'il faut que l'on renforce l'ambition. Et le renforcement de l'ambition passe nécessairement par les énergies renouvelables. Et c'est pour cela, justement, tout un chacun doit s'engager à la réussite de cette initiative dont l'ambition est d'arriver à 300 gigawatts. Ambitieux. J'ai eu l'opportunité, parce que pour moi c'est une opportunité de modérer la dernière session, parce que ça nous a permis de lire énormément de choses, mais la remarque, le constat que j'ai eu avant de lancer ce débat-là, c'est qu'on a eu un grand focus sur le volet offre, c'est-à-dire la production d'énergie, produire des gigawatts. Notre panel, justement, va essayer de voir comment on peut combiner aussi la demande. Parce que le questionnement, les gigawatts, c'est pour qui? Donc, si on met des politiques pour renforcer la production, on doit aussi mettre des politiques pour faciliter la demande. Comme ça, on combine offre et demande en même temps pour réussir le challenge. Et ça renvoie à la question de la transition énergétique, parce que ce qu'on est en train de dire, c'est la transition. On se dit, cette transition, c'est pour qui? Dans le contexte des pays développés, quand on parle de transition, c'est en termes de changement de technologie, substitution. Quand on parle du cas de l'Afrique, en termes de transition, c'est l'accès à l'énergie. L'accès d'abord. Mais la deuxième question, c'est comment mettre le citoyen au cœur de toute cette dynamique. Et la troisième, c'est quelles sont les innovations en termes d'évidence qui ont été lancées. Et pour répondre à l'ensemble de ces grandes questions qui sont très génériques, j'ai quelques questions assez spécifiques dont les réponses pourront nous permettre d'aborder ces différentes grandes questions. La première question que je voudrais poser à notre ami Michel Boucar, c'est que vous avez été ministre, aujourd'hui vous êtes dans la société civile, en tant que président d'une association, d'une ONG. Le défi, on n'en a pas trop parlé, c'est l'engagement des citoyens dans cette perspective de l'arrêt. Comment vous voyez cet engagement citoyen pour l'appropriation non seulement de l'AREI, mais aussi des politiques qu'on vient de parler? Vraiment, on voudrait avoir votre perception sur cet engagement citoyen, l'appropriation des citoyens par rapport à ces initiatives, par rapport à ces politiques, pour descendre les choses à la base, au niveau local, pour passer à l'action. Ok, merci, monsieur le modérateur. Je vais essayer de joindre ma voix à ceux qui m'ont précédé, de remercier l'Union européenne, l'OCDE, l'AREI, pour l'invitation qu'ils ont pensé à moi, de par mon expérience, si je pouvais être utile quelque part. Ceci étant, je pense que si on prend le contexte de l'Afrique subsaharienne, la population a accès à l'électricité que 30%. Ce qui veut dire qu'il faut un investissement de 7000 mégas par an depuis 2005 jusqu'à 2015. Et ce qui nous amène à dire qu'il fallait injecter depuis 2015 jusqu'à 2005 jusqu'à 2015 40 milliards de dollars si on voulait vraiment atteindre ces objectifs. En 2015, l'AREI a lancé ses initiatives. Et je crois qu'avec le leadership du président Alpha, l'objectif qui a été fixé à partir de 2020 a largement été atteint lors du dernier conseil qui s'est tenu à New York. En somme, dans tout ça, quel est le rôle de la société civile, les ONG, pour atteindre ces objectifs dans la deuxième phase?
Je crois que les questions sont d'ordre multidimensionnel. Pour avoir été, dans un premier temps, ministre du pétrole et de l'énergie, le premier point essentiel, c'est d'abord les textes réglementaires. Ça, que ce soit les politiques, que ce soit la société civile, il faut d'abord avoir un texte réglementaire assez solide. Si je prends le cas de mon pays, le Tchad par exemple, nous avons eu un texte de 1999 qui n'avait même pas eu le décret d'application. Donc il a fallu que je vienne, que je fasse sortir la lettre de politique énergétique, que je fasse sortir une nouvelle loi pour libéraliser complètement le secteur. Aujourd'hui, notre texte est déjà trop incitatif. Nous avons libéralisé le secteur. Donc chaque indépendant peut venir s'installer, produire, vendre son énergie. C'est-à-dire nous avons séparé la production à part, le transport à part, la distribution à part. Maintenant, question, dans tout ça, où est le rôle des ONG? Nous avons dit que l'ONG, dans la phase de l'ARI, si l'ONG n'est pas impliquée dans la sensibilisation, le projet peut ne pas aboutir. Parce que vous pouvez aller installer une centrale solaire dans une zone quelconque. L'État peut attribuer la terre, mais le lendemain, vous allez vous retrouver avec la population qui va dire que ici, ce sont les parents qu'on les a enterrés. Ici, ce sont les issues de coutume, on ne les protège pas. Donc, c'est ça le rôle des ONG. Dans un premier temps, dans l'adhésion, amener la population à s'adhérer. Il y a également le cas de mon ONG actuellement. Nous avons signé un partenariat avec une société privée qu'on appelle Alternapro. L'objectif, c'est de créer 30 000 emplois dans les années à venir. Avant de venir, nous avons inauguré une école en installant le système solaire, donner à l'élève chaque ampoule pour lui permettre de lire ses leçons. Et donc, il faut qu'il y ait des ONG techniciens dans la formation qui forment, mais il y a ceux-là aussi qui installent. Et donc, il faut arriver à amener les partenaires à subventionner les ONG pour atteindre ces objectifs. Et donc, je crois que si on va dans ce sens, on pourra amener doucement les ONG à former avec les partenaires privés. Parce que s'il faut importer les équipements solaires qui sont détaxés, vous savez, la guerre entre le ministère des Finances et le ministère en charge de l'énergie, ils vont vous dire que non, c'est vrai, c'est détaxé, mais nous pensons quand même il faut ça, il faut ça, il faut ça. Mais s'il y a déjà un accord de partenariat privé, ONG, tout ce matériel va être libéré. Merci, Monsieur le ministre. On reviendra sur les questions de partenariat. Effectivement, vous avez évoqué ça, c'est un aspect assez utile. Monsieur Vincent, la Fondation Énergie pour le Monde, vous avez énormément travaillé en milieu rural africain. Quelles sont les évidences aujourd'hui que vous pouvez considérer qui pourront à la limite servir pour un changement d'échelle, du point de vue justement de l'implication des acteurs locaux, la société civile, les ONG, comme aussi le monde académique? Merci. Effectivement, nous on travaille depuis une trentaine d'années principalement en Afrique et on a dû raccorder à peu près 1 million d'usagers à l'électricité, ce qui est beaucoup pour une petite ONG, ce qui est une poussière par rapport aux besoins. Alors pour répondre à votre question, je vais réagir à deux propos que j'ai entendus ce matin qui m'ont assez interpellé. Le premier, c'est, je ne sais plus quel intervenant a dit que l'off-grid n'était pas viable. Et un autre, je sais qui c'est parce que c'est un ami, c'est Gilles Vermaudet-Roche de Schneider, qui a parlé du cimetière solaire mondial. Le problème, c'est qu'il a raison. Le problème, c'est qu'ils ont raison. L'off-grid n'est pas viable, mais le on-grid non plus. Je veux dire, quand on reproche l'off-grid de coûter trop cher, il faut juste se souvenir que le on-grid est subventionné. Et que si on repart d'une considération plus transparente et plus cohérente d'analyse des coûts, on verra que l'off-grid est tout à fait viable et on l'a démontré depuis fort longtemps. Quant au cimetière solaire mondial, c'est malheureusement une évidence et c'est bien la faiblesse de l'off-grid. C'est comme il est off, plus personne ne veille à lui quand l'opérateur, une ONG ou pas une ONG d'ailleurs,